Histoire l'Arche-Rogue. Il y a des années vivait autrefois un homme connu uniquement sous le nom d'Arche-Rogue. À force de maîtriser l'art noir et tous les arts d'imposition, il exerça un métier plus florissant que tous les autres sorciers de l'époque. C'était son plaisir de voyager d'un pays à l'autre simplement pour jouer avec l'humanité, et aucune âme vivante n'était en sécurité, ni dans sa maison, ni dans son champ, et ne pouvait pas proprement les considérer comme siennes. Or, sa grande réputation pour ses méthodes rapides de possession des biens d'autrui excitait l'envie d'un certain roi d'un certain pays, qui les considérait comme rien de moins qu'une invasion de sa prérogative royale. Il ne pouvait dormir un clin d'œil sans y penser, et il envoya des troupes de soldats, les uns après les autres, avec des ordres stricts pour l'arrêter, mais toutes leurs recherches furent vaines. Enfin, après une longue méditation, le roi se dit « Attends seulement un peu, scélérat de bourse, et pourtant je t'aurai. » Il publia aussitôt un manifeste déclarant que la miséricorde royale serait accordée à un génie aussi léger, à condition qu'il consente à comparaître à la cour et à donner des spécimens de sa dextérité pour l'amusement de sa majesté. Un après-midi, alors que le roi se tenait à la fenêtre de son palais, profitant de la belle perspective des bois et des vallons sur lesquels une tempête semblait alors sur le point de se rassembler, quelqu'un lui frappa soudain l'épaule, et en regardant autour de lui, il découvrit un gros homme aux favoris noirs, tout près derrière lui, qui disait « Me voici. »« Qui es-tu » demanda le roi. « Celui que tu cherches. » Le roi poussa une exclamation de surprise, non dénuée de crainte, devant une assurance si étonnante. L'étranger poursuivit « Ne vous inquiétez pas. Tenez seulement parole envers moi, et je me montrerai tout à fait obéissant à vos ordres. » Ceci étant convenu, le roi informa son épouse royale et toute la cour que le grand tour de passe-passe-génie s'était découvert lui-même, et bientôt, en assemblée plénière, Sa Majesté se mit à l'interroger et lui confia ses ordres. « Faites attention à ce que je dis, dit-il, et n'osez pas contester mes ordres. Pour commencer, voyez-vous ce rustique, non loin du bois, occupé à labourer ?» Le prestidigitateur acquiesça. « Alors va, continua le roi, va lui voler sa charrue et ses bœufs sans qu'il s'en rende compte. » Le roi se flattait que cela était impossible, car il ne concevait pas comment le prestidigitateur pourrait accomplir une telle tâche en pleine journée, et s'il échoue, pensa-t-il, je l'ai en mon pouvoir et je le rendrai intelligent. Point. Le prestidigitateur se rendit sur place, et comme la tempête semblait s'intensifier, la pluie commençant à tomber à torrents, le paysan, laissant ses bœufs se reposer, courut sous un arbre pour s'abriter, jusqu'à ce que la pluie ait cessé. À ce moment-là, il entendit quelqu'un chanter dans le bois. Une chanson si glorieuse qu'il n'avait jamais entendue de toute sa vie. Il se sentit merveilleusement revigoré et, comme le temps restait maussade, il se dit « Eh bien, il n'y a pas de mal à y jeter un coup d'œil. Oui, je vais voir quel sport ça fait. » Et il se glissa dans le bois, toujours de plus en plus loin, à la recherche du chanteur. Pendant ce temps, le prestidigitateur ne restait pas inactif. Il changeait de place avec le paysan, s'occupant des bœufs pendant que leur maître cherchait dans les bois. S'élançant hors du fourré, il avait en quelques instants coupé les cornes et la queue des bœufs et les avait enfoncés, à demi cachés, dans le dernier sillon du laboureur. Il chassa ensuite les bêtes assez brusquement vers le palais. Peu de temps après, le paysan retrouva son chemin, et regardant vers l'endroit où se trouvaient ses bœufs,
il ne put rien voir d'eux. Cherchant de tous côtés, il vint enfin examiner le sillon, et aperçut, avec horreur, les cornes et les queues de ces pauvres bêtes qui sortaient de terre. Imaginant qu'un coup de foudre avait dû frapper les bêtes et que la terre les engloutissait, il déversa une lamentation des plus lugubres sur son sort, rugissant à haute voix jusqu'à ce que les bois résonnent au son. Lorsqu'il en fut fatigué, il lui songea à courir chez lui pour chercher une pioche et une bêche pour déterrer au plus vite ces malheureux bœufs. En chemin, il fut accueilli par le roi et le prestidigitateur, qui lui demandèrent l'occasion de ces pitoyables lamentations. Mes bœufs, mes pauvres bœufs, s'écria le rustre, puis il raconta tout ce qui lui était arrivé, en les suppliant de l'accompagner jusqu'à cet endroit. Le prestidigitateur dit: Pourquoi ne voyez-vous pas si vous ne pouvez pas retirer les bœufs par les cornes ou par la queue? Sur ce, le rustique, en courant, saisit une des queues et, tirant de toutes ses forces, elle céda et il tomba en arrière. Tu as arraché la queue de ta bête, dit le prestidigitateur. Essaye si tu peux mieux réussir avec ses cornes. Sinon, tu dois même les déterrer. Le paysan essaya encore une fois, avec le même résultat, tandis que le roi riait de bon cœur à ce spectacle. Comme le digne homme paraissait maintenant excessivement troublé de son malheur, le roi lui promit une autre paire de bœufs, et le paysan fut content. Vous avez justifié votre vantardise, dit le roi au prestidigitateur alors qu'il retournait au palais. Mais maintenant, vous devrez vous occuper d'une affaire plus difficile, alors rassemblez votre esprit et votre courage. Ce soir, vous devez voler mon destrier préféré dans son écurie et ne laisser personne savoir qui l'a fait. Maintenant, pensa le roi, je l'ai enfin piégé, car il ne pourra jamais déjouer mon maître des chevaux, et tous mes palefreniers par-dessus le marché. Pour s'en assurer, il ordonna qu'une forte garde dirigée par l'un de ses officiers les plus prudents soit placée autour de la cour de l'écurie. Ils étaient armés de grosses haches de combat, et il leur était enjoint de donner le mot toutes les demi-heures et de se promener alternativement dans la cour. Dans les écuries royales, d'autres avaient le même devoir à accomplir, tandis que le maître du cheval lui-même devait monter tout le temps sur son cheval préféré, après avoir reçu du roi une tabatière en or, dans laquelle il devait prendre de nombreuses pincées. Afin de se tenir éveillé et de donner le signal par un éternuement bruyant. Il était également armé d'une lourde épée, avec laquelle il devait frapper le voleur à la tête s'il s'approchait. Le coquin s'est d'abord revêtu des vêtements du maître de chambre, sans sa permission. Vers minuit, il rejoignit les gardes, muni de différentes sortes de vins, et leur dit que le roi l'avait envoyé pour les remercier d'avoir si joyeusement obéi à ses ordres. Il les informa également que l'imposteur avait déjà été attrapé et sécurisé, et ajouta que le roi avait donné la permission aux gardes de prendre un verre ou deux, et leur avait demandé de ne pas prononcer le mot aussi fort, car sa majesté ne l'avait pas fait. Puis fermer les yeux. Il entra ensuite dans les écuries, où il trouva le maître du cheval à califourchon sur le destrier royal, occupé à prendre du tabac et à éternuer de temps en temps. Le maître de chambre lui versa un verre pétillant à boire à la santé de sa majesté qu'il avait envoyé, et il parut trop excellent pour résister. Le maître et les gardes commencèrent alors à plaisanter sur le sort de l'arche-rogue, prenant, comme de bons sujets, des potions répétées, tout cela pour la santé de sa majesté. Enfin, ils commencèrent à en ressentir les effets. Ils restèrent bouche bée et s'étirèrent, s'enfoncèrent peu à peu sur le sol et s'endormirent. Le maître, à force de nouvelles pincées,
fut le dernier à céder, mais lui aussi cligna des yeux, arrêta le cheval qu'il avait tenu au pas et dit: « J'ai tellement sommeil que je ne peux plus le tenir. Prenez soin du chargeur pendant un moment. Attachez-le rapidement à la stalle et surveillez-le simplement. » Après avoir prononcé ces mots, il tomba comme un lourd sac sur le sol et ronfla à haute voix. Le prestidigitateur prit place sur le cheval, lui donna le fouet et l'éperon, et s'éloigna au galop à travers les gardes endormis, à travers les portes de la cour, et siffla en chemin. Tôt le matin, le roi, impatient de connaître le résultat, se précipita vers ses miaulements royaux, et ne fut pas peu surpris de trouver tous ses gardes profondément endormis sur le sol, mais il ne vit rien de son destrier. « Que faire ici ? Cria-t-il d'une voix forte. Levez-vous, réveillez-vous, valets oisifs. Enfin l'un d'eux, ouvrant les yeux, s'écria: Le roi. Le roi, oui, c'est vrai. Je suis ici, répondit Sa Majesté, mais mon cheval préféré n'y est pas. Parlez, répondez sur le champ. Pendant que les misérables effrayés, s'appelant les uns les autres, se frottaient les yeux lourds, le roi examinait encore une fois les écuries, et, trébuchant sur son maître des chevaux, se retourna et lui passa de vigoureuses gifles autour des oreilles. Mais le maître se retourna seulement de l'autre côté et grommela: Laissez-moi tranquille, coquin, le cheval de mon royal maître n'est pas pour vous. Coquin! S'écria le roi. Savez-vous qui c'est? Et il était sur le point d'appeler ses serviteurs, lorsqu'il entendit des pas précipités, et le prestidigitateur se tenait devant lui. Monseigneur, dit-il, je viens de rentrer d'une promenade sur votre noble cheval. C'est en effet un bel animal, mais une fois ou deux, j'ai été obligé de lui donner la laisse. Le roi se sentait excessivement contrarié par le succès du coquin, mais il était d'autant plus résolu à trouver quelque chose qui mettrait enfin sa peau de renard en danger. C'est ce qu'il pensa, et le lendemain il s'adressa ainsi au prestidigitateur. Votre troisième épreuve est maintenant sur le point d'avoir lieu, et si vous êtes assez intelligent pour la mener à bien, vous aurez non seulement votre vie et votre liberté, mais une belle allocation. Pour démarrer, dans l'autre cas, vous connaissez votre sort. Maintenant, écoutez, cette nuit même, je vous ordonne de voler à ma reine. Consort son alliance, de la voler à son doigt, et de ne laisser personne connaître le voleur ni la manière de voler. Double point. À l'approche de la nuit, Sa Majesté fit fermer toutes les portes du palais et placer une garde devant chacune d'elles. Lui-même, au lieu de se retirer pour se reposer, prit place, bien armé, dans un fauteuil près du lit de la reine. C'était une nuit au clair de lune, et vers 2 heures du matin, le roi entendit clairement une échelle dressée contre la fenêtre et le pas doux d'un homme qui y montait. Lorsque le roi crut que le prestidigitateur avait dû atteindre le sommet, il cria par la fenêtre: « Laissez tomber. » L'instant d'après, l'échelle s'est envolée et quelque chose est tombé au sol avec un fracas terrible. Le roi poussa une exclamation d'alarme et courut dans la cour, disant à la reine, qui dormait à moitié, qu'il allait voir si le prestidigitateur était mort. Mais le coquin avait emprunté un cadavre à la potence, et l'ayant revêtu de ses propres vêtements, il l'avait placé sur l'échelle. À peine le roi avait-il quitté la chambre que le prestidigitateur y entra et dit à la reine de la voix du roi: « Oui, il est mort. Vous pouvez donc maintenant vous endormir tranquillement, mais donnez-moi ici votre bague. Elle est trop coûteuse, et précieux de lui faire confiance au lit pendant que vous dormez. » La reine,
imaginant qu'il s'agissait de son royal époux, lui donna aussitôt la bague, et en un instant le prestidigitateur s'en alla avec la bague au doigt. Immédiatement après, le roi revint. Enfin, dit-il, j'ai en effet poussé la plaisanterie trop loin. Je l'ai remboursé. Il est là, mort comme un clou de porte. Il ne nous tourmentera plus. Je le sais déjà, répondit la reine. Tu m'as dit exactement la même chose 2 fois. Comment as-tu su quelque chose à ce sujet? Demanda Sa Majesté. Comment, de vous-même? Bien sûr, répondit son épouse. Vous m'avez informé que le conjurateur était mort, puis vous m'avez demandé ma bague. Je demande la bague, s'écria le roi. Alors je suppose que vous avez dû le lui avoir donné, continua Sa Majesté d'un ton de grande indignation. Et est-ce enfin le cas? Par tous les saints, c'est l'un des fripons les plus confus et les plus ingérables qui existent. Je n'ai jamais rien connu qui puisse l'égaler. Puis il informa la reine de toute l'affaire, bien qu'avant d'arriver à la conclusion de son récit, elle dormait profondément. Peu de temps après l'aube, le rusé prestidigitateur fit son apparition. Il s'inclina 3 fois jusqu'à terre devant la reine et lui présenta le trésor qu'il avait volé. Le roi, quoique excessivement chagriné, ne put s'empêcher de rire à ce spectacle. Maintenant, écoute, dit-il, toi, roi des grands fripons. Si seulement je t'avais aperçu entre mes doigts alors que tu venais, tu ne t'en serais jamais aussi bien sorti. En l'état, que le passé soit pardonné. Et oublié. Établissez votre résidence à ma cour, et veillez à ne pas pousser vos plaisanteries trop loin, car dans un tel cas, je pourrais me trouver obligé de vous retirer ma faveur s'il ne s'ensuit rien de pire. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.